Hmm. Allez, troisième vidéo de la journée. Je vais finir avec du thé froid, moi. Salut à tous les amis, bienvenue sur mon petit Python. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo que l'on va pouvoir faire ensemble comme ça avec moi devant les caméras. Et cette vidéo, elle va être sur un sujet qui me tient à cœur parce que c'est un sujet que souvent j'ai l'occasion de réfléchir lorsque je lis par exemple certains de vos commentaires ou même que moi je fais mes propres vidéos. Ce sujet, c'est sur la généralisation que l'on peut faire autour des thèmes d'office. Je m'explique. Souvent, lorsque je reçois des commentaires de votre part, ou lorsque même moi je m'exprime sur les serpents, on a tendance à parler des thèmes d'office, c'est-à-dire les thèmes d'office sont ceci, sont cela. Est-ce quelque chose de pertinent? Eh bien, c'est ça véritablement que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui. Est-ce que les thèmes d'office peuvent être décrits selon certaines généralités, ou est-ce qu'au contraire, ce sont des serpents qui méritent une attention bien particulière en fonction des sous-espèces et des différentes, localités, espèces, etc. Alors, pour répondre à cette question, on va d'abord justement se dire que peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles on peut généraliser. Je ne vais pas vous mentir, mon avis, c'est plutôt qu'on ne généralise pas trop sur les thèmes d'office et qu'on essaye de prendre au maximum au cas par cas. Malgré tout, il y a des choses, à mon avis, sur lesquelles une généralisation est possible. Est-ce qu'elle est souhaitable? C'est autre chose, en tout cas, elle est possible. Je prends un exemple pratique pour commencer. Par exemple, on peut parler du maintien de vos espèces en captivité. Lorsqu'on va évoquer le maintien des espèces en captivité, on va vite se rendre compte qu'en réalité, on peut maintenir la très grande majorité des espèces et sous-espèces de Thamno selon les mêmes conditions, à savoir un terrarium qui soit sec, avec un substrat sec, très important pour éviter les problèmes de peau sinon qui vont risquer de venir, avec un bol d'eau assez conséquent pour qu'il puisse s'immerger si besoin est, avec également des cachettes nombreuses pour qu'ils puissent, justement, comme tous les serpents, se confiner un petit peu, se planquer, et un point chaud localisé. Ça, j'ai envie de dire que quelque part, on peut le généraliser, effectivement, à la plupart des Thamno. Néanmoins, on va trouver des thamnophytes qui vont plus ou moins apprécier un même environnement. On a des thamnophytes qui vont être très aquatiques, d'autres qui vont être au contraire très terrestres, et selon ça, évidemment, ça va changer. Donc, on peut voir que la généralisation semble possible, même si, encore une fois, l'idéal est d'adapter le plus possible l'environnement de votre serpent à ses caractéristiques propres. Un deuxième critère qui pourrait peut-être justement nécessiter une généralisation, ou tout du moins ne pas l'empêcher, c'est celui de la nourriture. Alors, je ne vais pas parler du type de proie, parce que là, pour le coup, ça évoluera beaucoup en fonction de vos serpents. Non, je vais surtout, moi, m'atteler à parler de la façon dont on va pouvoir leur donner. Globalement, tous vos thamnophytes vont être susceptibles à la question des parasites. C'est quelque chose sur lesquels, justement, vous pouvez mettre un petit peu en danger vos serpents. Alors, ça ne doit pas vous empêcher de donner forcément du vivant. Vous voyez que moi, d'accord, c'est des choses que je fais, mais il faut toujours faire très attention. Lorsque l'on donne notamment du vivant, lorsqu'on achète notamment des proies dont on ne sait pas d'où est-ce qu'elles viennent, ou lorsqu'on les prend en nature, vos aliments peuvent être parasités et donc par conséquent avoir un effet néfaste sur vos serpents. Eh bien, j'ai envie de dire que par rapport à ça, effectivement, privilégier les proies décongelées parfois, même si cela ne tue pas tous les parasites et ne réduit pas les risques à néant, eh bien, c'est quelque chose qui va peut-être pouvoir vous aider. Voilà, une sorte de généralisation encore une fois. Et puis, ce que j'aimerais dire un peu par rapport au dernier point, ce serait justement par rapport à la question des températures. Vos thamnophytes craignent souvent les très fortes chaleurs, même si, encore une fois, on voit là des disparités entre ceux qui vont vivre sur la côte californienne, comme on va aborder le cas bientôt avec les Thamnophis atratus, ou alors ceux qui vivent bien plus au nord. J'ai effectué une vidéo sur Manitoba, par exemple, au Canada. Je vous mets le lien ici, je crois, et vous allez voir que ça se trouve, je vais me planter comme tous les autres dès qu'ils cherchent à montrer l'endroit.
Cliquez sur ce lien pour aller voir la vidéo. À Manitoba, lorsque les serpents ressortent d'hibernation, c'est dans un contexte froid avec parfois encore de la neige. Bref, la question des températures, généralement les Thamnophis n'aiment pas quand c'est trop chaud dans leur environnement, malgré tout, voilà. Encore une fois, on ne peut pas non plus en tirer une température idoine pour tous les serpents nécessairement. Et puis on se rend compte surtout qu'en évoquant ces sujets, qu'on tourne assez vite en rond. Alors j'ai essayé, moi, de faire du plus précis que ça. Et je vais globalement aujourd'hui vous proposer une petite étude de cas concrète pour qu'on détermine si oui ou non généraliser à propos des Thamnophis c'est pertinent. Pour ce faire, j'ai choisi dans le fameux bouquin, la fameuse Bible, souvenez-vous sur les Thamnos, la Bible que je vous avais conseillée dans mes conseils de lecture. Dans cette vidéo, je vais vous parler du coup de ce livre qui mentionne les différents types de Thamnophis et qui les compare. J'ai donc décidé de faire une étude de cas entre deux espèces différentes de Thamnophis, les Thamnophis atratus et les Thamnophis brachystoma. Pourquoi est-ce que j'ai pris ces deux espèces-là? Eh bien, c'est pas du tout pour essayer, selon les critères justement, d'avoir un avis qui m'arrange. Non, c'est tout simplement que c'est les deux premiers qui tombent par ordre alphabétique. Et donc, j'ai décidé de regarder un petit peu ce qu'en disaient les auteurs, les informations qui avaient été collectionnées par rapport à ces animaux-là, et j'ai relevé 17 critères communs, 17 critères sur lesquels les observations ont été réalisées, sur lesquels des constats ont été établis, et ben on va tout simplement se pencher sur ces différents critères pour voir si oui ou non on peut établir des liens et justement des généralités sur les Thamnophis. Ce que je vous propose de faire pour ça, c'est qu'on va instaurer un petit compteur quelque part par là, et qu'on va compter à chaque fois, on va voir sur chacun des critères si jamais, oui ou non, eh bien, on peut parler soit de généralisation possible, soit au contraire de différenciation. Alors, les premiers critères que je vous propose d'étudier, c'est ceux de description physique. Ces deux types de serpents ont été décrits par les différents auteurs. Et on va commencer par la taille. La taille, donc, des Thamnophis atratus tout d'abord. Eh bien, c'est une espèce qui est décrite comme étant assez grande. Une espèce dont la taille totale... Alors attention, je suis obligé ici de faire un petit aparté. Je vais évoquer deux types de taille dans cette vidéo. Et en général, quand on parle de serpents, et notamment de Thamnophis, on évoque deux types de taille. Il y aura la taille totale. La taille totale, c'est celle qui va du bout du museau du serpent jusqu'au bout de sa queue. Et il y aura également ce qu'on va appeler la taille SVL pour Snout Venter Length en anglais, qui signifie donc la taille du bout du museau jusqu'au cloaque, jusqu'au bas du ventre. Pourquoi est-ce qu'on différencie ces deux types de taille-là? Eh bien parce que très souvent, lors des observations à l'état sauvage des serpents, on se rend compte qu'on tombe sur des individus auxquels il manque un bout de queue. La queue, c'est quelque chose qui est très sensible chez beaucoup de reptiles. On connaît tous d'accord l'histoire des lézards qui peuvent perdre leur queue. Eh bien chez les serpents, et notamment les Thamnophis, c'est pareil, d'accord? C'est-à-dire que c'est une partie qui est fragile et en nature, il n'est pas rare de tomber sur des individus justement auxquels il manque un bout de queue qui ne permet pas, dans ces conditions évidemment, de mesurer la taille totale pour avoir un chiffre qui soit précis à ce niveau-là. Donc on mesure dans ces cas-là en SVL. Mais je reviens sur mes Thamnophis atratus, et donc cette espèce est assez longue, puisqu'encore une fois, là, le spécimen maximal en taille qui a été mesuré, et en taille totale, donc avec toute sa queue, a été mesuré à 1,16 m, ce qui est assez conséquent. On imagine tout à fait un profil de grande femelle. Concernant le Thamnophis brachystoma, ça tombe bien parce qu'on a aussi une taille maximale totale qui nous est donnée. Et cette fois-ci, eh bien c'est beaucoup plus petit puisqu'on a seulement 55,9 cm. Rendez-vous compte, même pas la moitié de la taille du Thamnophis atratus. Le Thamnophis brachystoma est en effet une espèce de petite taille. Eh bien on se rend compte que déjà ici, on va pouvoir mettre notre compteur à jour et ajouter un point de différenciation. On va maintenant passer aux couleurs. Alors vous allez me dire, les couleurs ne sont pas forcément très importantes, certes, mais malgré tout, c'est quelque chose qui est mentionné dans les deux cas, donc j'ai pris ce critère-là aussi. Donc une rapide description du Thamnophis atratus. La couleur est assez variable selon les spécimens. Vous voyez que même là, dans la même sous-espèce, on peut avoir des variations qui sont importantes, puisqu'on peut aller du gris clair avec des taches noires au marron foncé ou presque noir.
La rayure dorsale est très visible chez les Atratus, elle est jaune, vif, voire orange, absolument sublime ces serpents. Mais elle peut aussi être absente ou peu distincte chez les Thamnophis atratus hydrophilus. On va revenir après sur ce petit point de détail entre Thamnophis atratus et Thamnophis atratus hydrophilus. La gorge est jaune chez les Thamnophis atratus, mais pas chez les Thamnophis atratus hydrophilus, qui est donc la sous-espèce. Chez les Thamnophis brachystoma maintenant, de quelle couleur sont-ils? Eh bien, un dos gris-marron, avec des rayures qui sont jaune pâle ou grisâtre. Alors on va retrouver un petit peu le jaune, on retrouve un petit peu le gris. Pas de taches, mais les rayures peuvent être bordées de noir. Eh bien écoutez, j'ai envie d'être généreux et d'accorder un point de généralisation, puisque finalement on trouve des coloris assez similaires, même si, attention, les motifs, le pattern n'est pas forcément le même. Soyons généreux, on accorde un point. Bon, voilà. Petit critère ensuite, les écailles. Alors oui, les écailles, puisque nous sommes du coup sur comment dire, nous sommes dans un livre scientifique, eh bien, les écailles sont comptées, d'accord? Les écailles, c'est quelque chose d'important et qui varie chez les serpents. Tous les serpents n'ont pas le même nombre d'écailles. Alors, on va se concentrer sur deux types d'écailles, j'aurais pu vous en sortir plus, mais honnêtement, ça servira déjà pour notre démonstration. On va s'intéresser aux écailles ventrales, donc celles qui sont justement sous le ventre du Thamnophis, sous-entendu sur ce qui correspond à la SVL, à savoir donc du bout du nez jusqu'au cloaque, et les subcaudales, à savoir les écailles de la queue. Concernant les ventrales, chez le Thamnophis atratus, on a décompté chez les mâles entre 145 et 171 écailles selon les spécimens. Les femelles en comptent que 138 à 168 chez énormément de serpents. Les femelles ont moins d'écailles que les mâles, c'est parfaitement normal. Et maintenant comparons au brachystoma, les ventrales, donc chez les mâles entre 134 et 144, vous voyez qu'on a quand même des écailles en moins, hein, très largement. Alors certes, le serpent est plus petit, mais malgré tout des écailles en moins. Et chez les femelles, entre 131 et 140, là cette fois-ci, pour notamment celles qui ont peu d'écailles, on a un écart qui est moins conséquent. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de logique véritablement, encore une fois, à suivre, il n'y a pas de généralisation possible. Cela dépend vraiment des individus. Intéressons-nous désormais aux subcaudales, celles de la queue. Chez les mâles, entre 65 et 95, rendez-vous compte, 30 écailles d'écart. Et les femelles, entre 59 et 84 du coup, donc pour les atratus. Passons désormais au brachystoma. Eh bien, les subcaudales, les mâles ont entre 63 et 75. Vous voyez que le chiffre est à peu près similaire pour la moyenne basse, par contre est bien plus bas pour la moyenne haute. Et en ce qui concerne les femelles, on est sur un chiffre à peu près similaire aussi pour la moyenne basse, puisqu'on trouve du 53 écailles minimum jusqu'à 64, on manque encore une fois beaucoup moins haut. Voilà. À la lecture de ces chiffres-là, c'est un point de différenciation qu'on peut rajouter pour ce qui est des écailles. Passons désormais aux dents. On va s'intéresser au maxillaire. Alors vous êtes en train de vous dire, mais il est en train de nous faire un descriptif absolu. Oui, c'est une démarche, encore une fois, scientifique un petit peu. Et il faut des fois rentrer un peu dans les détails sans aller non plus pour autant trop loin. On va du coup s'intéresser juste au maxillaire au niveau des dents, c'est intéressant parce que figurez-vous que tous les Thamnophis n'ont pas forcément la même dentition et qu'encore une fois, ça crée des différences. Et ça tombe bien puisque là aussi, eh bien, nous allons les observer ces différences. Chez le Thamnophis atratus, les mâles comptent environ 24 maxillaires, 23 pour les femelles. Vous voyez que le nombre est relativement semblable pour les brachystoma. Il est semblable puisque les mâles et les femelles comptent environ 18 dents. Alors, ici, eh bien, on peut voir du coup que voilà, ça compte pas trop selon la sous-espèce. On n'a pas une différence marquée entre mâles et femelles. Par contre, on a une différence marquée entre les deux espèces, puisque entre 24 et 18, eh bien, ça fait quand même un sacré paquet de dents de différence. 6 dents pour être précis, ça mérite un point de différenciation. Quand on parle des dents, eh bien, on parle aussi de la taille de la tête. Et oui, figurez-vous qu'une chose intéressante est de constater que les Thamnophis n'ont pas tous la même proportion de tête au niveau de la taille qu'elles représentent par rapport à leur corps. Nous allons évoquer, du coup, pour les deux sous-espèces que je cite, les atratus et les brachystoma, le pourcentage de tête par rapport à leur taille en SVL. Souvenez-vous, celle qui va donc du bout du nez jusqu'au cloaque. Chez les Thamnophis atratus, on a une tête de taille moyenne, de taille standard, j'ai envie de dire, puisqu'elle correspond à 4,9% de cette taille SVL.
C'est donc voilà, dans la moyenne tout à fait. On considère souvent que les grosses têtes, les serpents à grosses têtes entre guillemets chez les Thamnophis sont à partir de plus de 5% de la SVL. Donc là on est juste en dessous, un serpent de taille de tout à fait respectable. Par contre, chez le Brachystoma, cette taille-là est seulement de 4,3%. C'est une différence qui est majeure. Et d'ailleurs, le nom anglais du Thamnophis brachystoma, c'est le Thamnophis à petite tête, figurez-vous. Donc, cela mérite un nouveau point de différenciation sur notre compteur. Les sous-espèces, maintenant. Eh bien, on en a un peu parlé, je vous ai donné des indices tout à l'heure. Je vous ai dit qu'il y avait deux types de Thamnophis atratus. Le Thamnophis atratus possède une sous-espèce. Donc, Thamnophis atratus possède le Thamnophis atratus hydrophilus. C'est pas le cas pour le brachystoma. Le brachystoma n'a pas de sous-espèce. Par conséquent, nous rajoutons un point de différenciation de plus. Passons à l'habitat. L'habitat, la distribution, où vivent nos serpents. Eh bien, on va commencer à se poser la question de l'altitude. L'altitude, c'est intéressant parce que ça révèle justement, il y a des serpents, des Thamnophis qui vivent vraiment au niveau de la mer et d'autres vraiment très haut. Eh bien, justement, cette fois-ci, nous avons quelque chose d'assez intéressant, notamment en ce qui concerne le Thamnophis atratus que l'on trouve de 0 m d'altitude à 1920 mètres. Vous voyez un petit peu le gap qu'il y a entre ces deux altitudes. 0 m, c'est logique parce que c'est un serpent qui vit sur la côte ouest et donc par conséquent sur la côte, on est au niveau de la mer. 1920 mètres d'altitude pour ceux qui vivent justement un peu plus dans les terres. Vous voyez que donc, eh bien, au sein même de cette espèce de serpent des Thamnophis atratus, on a des différences marquées et des différences qui sont intéressantes à noter. Le Thamnophis brachystoma vit lui complètement à l'opposé des États-Unis, entre 300 mètres et 1300 mètres d'altitude. Alors, je suis un peu circonspect, mais je vais encore une fois être généreux et accorder cette fois-ci un point de généralisation, puisque, eh bien, dans les deux cas, on trouve des serpents à basse altitude et à plus haute. 1000 mètres d'écart minimum dans les deux cas, ça mérite d'être souligné comme étant un point de comparaison possible. Passons désormais au milieu et au type d'habitat dans lequel ils vivent, et cette fois-ci on va être vraiment dans quelque chose de complètement opposé, puisque nous avons des serpents qui vivent sur le pays, donc tous les deux aux États-Unis, mais l'un dans le nord-est et l'autre dans le sud-ouest. Commençons par le Thamnophis atratus. C'est le sud-ouest, c'est la Californie, la côte pacifique des États-Unis. La zone de répartition de ces serpents s'étend du comté de Solano, je vais vous mettre une petite carte, comté de Solano près de la ville de Sacramento jusqu'à la péninsule de San Francisco. Là, on est d'est en ouest. Et pour ce qui est du nord et du sud, eh bien, nous allons, la zone de répartition géographique remonte du sud de l'Oregon, l'état au nord de la Californie, et est délimité au sud par Santa Barbara. On est vraiment tout au sud, cette fois-ci, justement, de la Californie. Ensuite, en ce qui concerne son biotope, ce serpent aime les ruisseaux peu profonds et caillouteux, les cours d'eau rapides, mais aussi les mares au fond boueux. On voit que c'est un serpent qui, à chaque fois, est dans un environnement où on a de l'eau à proximité, qui l'exploite. Ils aiment avoir donc la proximité de l'eau dans les endroits caillouteux et surtout aussi des endroits caillouteux exposés au soleil, des berges en quelque sorte, sur lesquels ils peuvent à la fois se réchauffer, comme beaucoup de serpents qui vivent pas mal dans l'eau, qui par conséquent ont des besoins de se réchauffer un peu plus importants. Donc ça leur sert véritablement d'endroit pour justement prendre le soleil, mais également fuir si jamais besoin est. Passons au Thamnophis brachystoma. Vit-il dans un environnement similaire, puisqu'on a vu finalement que l'altitude était quelque part un peu comparable? Eh bien, pas du tout. Le Thamnophis brachystoma vit dans le plateau des Alleghenies Nord. Alors, ce plateau-là, c'est un plateau naturel un peu montagneux, composé de prairies, qui se trouve en Pennsylvanie et jusque dans l'État de New York. Deuxième carte à venir pour vous. Sur la côte, cette fois-ci, nord-est américaine, comme je vous l'avais déjà signalé. L'habitat est différent, très différent. On le trouve surtout dans un habitat constitué de prairies avec des herbes peu hautes. Ça va être un serpent qui va également aimer les joncs, par exemple, qui va aimer des champs un petit peu, ce genre de choses. Et on va très souvent le trouver là-dedans, non pas près d'un point d'eau pour s'échapper, cette fois-ci la technique un peu de retraite, la technique de défense dans son environnement, eh bien c'est qu'on va le trouver sous des pierres, sous des bouts de bois, dans des souches, ce genre de choses. Les Thamnophis brachystoma en raffolent. Eh bien oui, serpent de petite taille, souvenez-vous, donc il se faufile assez bien dans ce genre d'environnement.
On va aussi le trouver à proximité d'un point d'eau, mais à vrai dire, ça n'a pas vraiment de lien avec le comportement qu'on a pu observer chez les Atratus. Il ne va pas forcément y chasser, loin de là, on va voir ça après. Et c'est pas non plus un endroit qui va lui servir pour sa protection, c'est tout simplement un endroit qui va lui servir pour boire. On le trouve également pas loin des zones urbaines, et là ça fait une nouvelle différence, parce que le Thamnophis atratus est réputé pour son côté farouche. On a du mal à l'observer en nature, parce que très souvent justement il a tendance à plonger dans l'eau pour se réfugier dès qu'un être humain approche, plus ou moins. Serpent craintif, comme beaucoup de serpents aquatiques, comme beaucoup de Thamnophis aquatiques, ce sont des serpents qui généralement sont un peu plus agressifs et un peu plus craintifs. Ça reste un des mystères justement à expliquer pourquoi. Mais voilà, en tout cas, ce serpent-là aime la proximité de l'eau pour ça. C'est pas du tout le cas pour le Thamnophis brachystoma qui, lui, encore une fois, se cache, souvenez-vous, sous les pierres, sous les souches. Passons justement à ce côté aquatique, puisque je l'ai abordé, c'est notre 9e critère. Mais d'abord, un point de différenciation sur ce qu'on a vu juste avant. Sont-ils de serpents aquatiques? Eh bien, vous l'avez compris, non. On peut qualifier très clairement le Thamnophis atratus de serpent aquatique de par son mode de vie, puisqu'il utilise l'eau à la fois pour chasser et fuir ses prédateurs. C'est vraiment l'élément en fait de confiance du Thamnophis atratus, c'est l'eau. C'est pas le cas pour le Thamnophis brachystoma qui lui, pour le coup, vit souvent près d'un point d'eau, sans doute pour se désaltérer, sans avoir à parcourir d'énormes distances, mais qui n'utilise pas plus que ça finalement. Passons désormais à la période de forte activité constatée chez les serpents. Alors, on va avoir, je vais devoir mettre en lien en fait 2 critères cette fois-ci, puisque nous avons des observations qui sont manquantes pour l'un et l'autre des serpents, je vais y revenir. Commençons par donc la période de forte activité. Chez les Thamnophis atratus, eh bien en Californie centrale, ils sont visibles plus ou moins toute l'année. Ça ne veut pas dire qu'ils sont actifs énormément toute l'année, on les observe surtout très actifs au printemps et ils sont très observables parce que justement c'est le moment où généralement on les voit beaucoup en train de bronzer sur la fameuse pierre au bord des rivières. Ils sont un peu plus craintifs encore une fois derrière, mais là ils sont obligés de profiter des heures du jour pour avoir la chaleur, quoi. Donc on les voit pas mal à ce moment-là, mais en tout cas le pic d'activité voilà, est du printemps, donc d'avril jusqu'à juillet environ. Mais c'est pas des serpents encore une fois, c'est des serpents justement qu'on peut croiser le restant de l'année aussi. Pas d'informations à ce sujet chez les Thamnophis brachystoma. Par contre, si jamais nous mettons en corrélation ce que l'on vient de voir avec cette fois-ci le critère de l'hibernation, eh bien on va voir que les choses vont s'inverser. Pas d'informations connues sur le Thamnophis atratus, eh bien oui, si jamais c'est un serpent qu'on observe tout au long de l'année plus ou moins, il est fort possible que ce soit un serpent qui n'hiberne pas, ou tout du moins qui n'ait pas d'hibernation systématique. Voilà, peut-être que certains spécimens hibernent ou tout du moins se mettent un petit peu en repos l'hiver, mais il n'y a pas de phénomène d'hibernation proprement constaté. C'est pas le cas des brachystomas. Les brachystomas, ils hibernent bel et bien en groupe, parfois avec d'autres espèces de Thamnophis, notamment des Thamnophis sirtalis. Si jamais vous n'aviez pas vu ma vidéo sur Manitoba où j'évoque un petit peu l'hibernation des Parietalis, justement dans la région de Manitoba, dans la province de Manitoba au Canada, je vous conseille vraiment d'aller la voir parce qu'il y a des similitudes entre les deux. On a notamment retrouvé voilà, pas mal d'hibernacles où les brachystomas se retrouvent. Alors ça n'a aucune commune mesure au niveau de la quantité avec ce qui peut se passer à Manitoba, mais en tout cas le fonctionnement globalement est le même. Si jamais nous mettons maintenant ces 2 points du coup en relation, eh bien on se rend compte qu'encore une fois nous allons devoir accorder un point de différenciation. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que... Terrarium vient de s'éteindre. Tout simplement parce que le point de différenciation va venir du fait que, eh bien justement, dans un cas vous avez une hibernation qui est constatée, dans l'autre cas on n'en sait rien, dans l'autre cas une activité qui est constatée de façon sur toute l'année, dans l'autre cas pas. C'est donc bel et bien un moyen de les différencier. Passons à notre 12e critère, cette fois-ci nous passons à l'alimentation, avec les différents types de proies consommées par ces 2 types de serpents. Va-t-on avoir une généralisation? Va-t-on avoir une différenciation? Quels sont les types de proies consommées par les Thamnophis atratus? Eh bien, sans surprise, c'est les types de proies qui sont en rapport avec le milieu aquatique ou humide. On va trouver une forte part d'amphibiens et de poissons dans leur régime alimentaire. Globalement, les proies que l'on a le plus repérées dans les estomacs des atratus qui ont été disséqués par des scientifiques sont des têtards, des crapauds, des petits poissons, des alevins plus ou moins, de chabots et de truites, des salamandres et des vairons. Vous voyez qu'on est systématiquement
au niveau de l'univers justement aquatique. Certaines espèces ont même été testées derrière en études scientifiques. C'est un serpent qui en fait possède un attrait par rapport à ça au niveau d'une forte réaction, vous savez, au niveau de la langue bifide. C'est un serpent qui analyse énormément ses proies avant l'attaque et qui donc n'est pas un serpent qui attaque n'importe quoi. Et ces études-là du coup ont été effectuées, ont montré que notamment il n'attaquait pas les limaces, les vers, les souris ou les sangsues. Donc on est encore une fois voilà, sur un serpent qui se manifeste surtout sur des proies aquatiques, ce qui ne vous étonnera pas si vous avez bien suivi ce qu'on a vu jusqu'ici. Les Thamnophis brachystoma maintenant, eh bien c'est différent. Nous avons des spécialistes du ver de terre. Et oui, leur petite taille ne leur permet pas forcément d'attaquer une grande diversité de proies. Et donc par conséquent, ils se concentrent sur les vers de terre que l'on trouve, on va dire, exclusivement dans leur estomac. C'est un des Thamnophis qui est une nourriture réputée exclusive pour tout du moins ce qu'on a pu en observer en nature. D'ailleurs, je tiens à vous dire que si jamais vous aviez des Thamnophis brachystoma en captivité, ce qui serait tout de même assez étonnant puisqu'ils ne sont pas courants, pensez à les supplémenter en calcium, car c'est un des vices des vers de terre que l'on peut trouver, justement le fait d'être un petit peu pauvre dans le calcium, donc n'hésitez pas à le faire. Point de différenciation évidemment entre les deux sous-espèces. Milieu de chasse, eh bien, vous ne serez pas surpris d'apprendre que les Thamnophis atratus, évidemment, la conclusion c'est qu'ils chassent en milieu aquatique ou humide, les brachystomas dans les prairies, dans les milieux à chaque fois il y a nouveau point de différenciation. Concernant la chasse, y a-t-il une évolution avec l'âge des serpents? Ça c'est un truc qui est absolument fascinant chez les Thamnos. Certains évoluent entre de techniques de chasse et de proie entre le moment où ils sont nouveau-nés et le moment où ils deviennent adultes. Eh bien oui, parce que la taille évolue chez les serpents. Du coup, eh bien, le type de proie qu'ils vont pouvoir fréquenter et qu'ils vont pouvoir chasser va évoluer aussi. Et ils vont adapter, c'est surtout ça qui est intéressant, c'est qu'ils vont adapter du coup leur style de chasse. Eh bien, le Thamnophis atratus, justement, évolue beaucoup dans sa façon de chasser. Lorsque l'on a les nouveau-nés, on se rend compte que ce sont des adeptes de la technique que l'on va appeler du guet-apens. Serpent farouche, n'oubliez pas. Donc, le guet-apens, c'est quoi? C'est je me mets sur une berge à l'abri justement des prédateurs potentiels, prêt à plonger dans l'eau si besoin est, et je regarde ce qui passe en dessous de moi. Et si jamais j'ai des petits poissons qui passent, des alevins, je vais attaquer de façon rapide et éclair. Ça, c'est la technique du guet-apens, et c'est celle qui est employée par les nouveau-nés des atratus dans leur... Donc, les nouveau-nés, sous-entendu, ceux qui sont dans leur première année. Les adultes ont une technique de chasse tout à fait différente. Ce sont des serpents qui ont gagné en confiance et qui ont un petit peu moins de prédateurs au vu de leur grosse taille. Eh bien, eux, ils vont aller chasser en actif, entre guillemets, hein, d'accord? C'est une chasse en mouvement, notamment dans les cours d'eau rapides, on les va chasser à l'intérieur de l'eau, hein, attention. Et les juvéniles, donc ceux qui ont passé la première année et qui ne sont pas encore matures sexuellement, eh bien, ils sont entre deux. Ils adoptent à la fois le guet-apens et la chasse en mouvement, d'accord? Chez les brachystomas, y a-t-il une évolution du type de proie chassée et des techniques de chasse? Eh bien pas du tout. Ce sont des mangeurs de vers de terre du plus jeune âge jusqu'au plus vieux. Et donc eh bien, nous n'avons pas ici d'évolution à proprement parler. Je suis donc obligé d'accorder un nouveau point de différenciation. La reproduction. On va commencer à parler de la période tout d'abord de reproduction. La période de reproduction des Thamnophis atratus, c'est de fin mars à début avril. Une reproduction qui finalement est assez tôt. Bah oui, c'est normal, nous sommes en Californie, il fait un peu plus chaud, d'accord? Et donc vu qu'il n'y a pas d'hibernation à proprement parler, les serpents se reproduisent assez tôt. Fin mars, on est vraiment sur des... Si vous prenez justement certains autres coins des États-Unis, la reproduction fin mars, il fait beaucoup trop froid pour ça. Et bien ça va être le cas justement chez les brachystomas. On ne va pas se reproduire fin mars chez les brachystomas puisqu'on est encore en hibernation probablement. Et du coup, on est plutôt sur de la mi-avril, d'accord? Alors, ça fait quand même une sacrée différence hein, de 15-20 jours. Et surtout, on a peut-être une reproduction qu'on va appeler en deux phases. Une reproduction avec, encore une fois, conservation de sperme, un petit peu, je reviens sur ma vidéo sur Manitoba, décidément, allez la regarder pour comprendre ça, je vous expliquais dedans la façon dont les femelles peuvent retenir le sperme chez certains types de Thamnophis. C'est probablement pas prouvé, mais probablement le cas chez les brachystomas, avec deux phases de reproduction, une en mi-avril et l'autre plutôt vers août, où les femelles du coup garderaient le sperme pendant l'hiver. Un nouveau point de différenciation entre nos deux sous-espèces. Les naissances, eh bien, sans surprise, elles sont, pareil, différentes. Chez les Thamnophis atratus, les petits viennent au monde de fin août à mi-octobre.
vous voyez que ça fait quand même une plage très grande, de fin août à mi-octobre, et en plus de ça, une plage où on déborde sur des températures qui sont assez fraîches. Mais encore une fois, vous êtes dans le sud-ouest des États-Unis, quiconque est allé là-bas se rend bien compte que la Californie, c'est un endroit où vous avez une météo absolument remarquable et chaude la plupart du temps. Eh bien, c'est pas très étonnant de se rendre compte que finalement les petits viennent au monde assez tard. Chez les brachystomas, par contre, eh bien, ce sera bien plus tôt, entre juillet et août. Les serpents sont très dépendants justement des températures extérieures et c'est ça qui va véritablement déclencher le rythme de naissance. Nouveau point de différenciation. En ce qui concerne désormais la taille de la progéniture, deux critères ici à souligner. Un, la taille des petits en tant que tel, et deuxièmement, la taille de la portée. Et bien on va commencer par ça. Les Thamnophis atratus ont une moyenne environ de 8 petits par portée. D'accord, ce qui est assez commun en fait chez les Thamnophis, autour de la dizaine. Il y a des serpents qui donnent beaucoup plus, encore une fois les Parietalis peuvent donner jusqu'à 40, mais on est là sur cette... globalement beaucoup de Thamnophis donnent aux alentours de ça. Vous voyez qu'encore une fois on est sur une différenciation entre les Parietalis par exemple et les Atratus. Eh bien cette fois-ci on va avoir un point plus ou moins de généralisation, j'en rajoute un parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Puisque chez les brachystomas, la quantité moyenne de petits par portée a été notée d'environ 7,5, 7,58, on est à 0,5 d'écart. En moyenne, j'accorde du coup ce point de généralisation. Par contre, là où je vais être obligé de différencier, c'est sur la taille des petits à la naissance, puisque dans un cas, chez les Atratus, ça ne vous surprendra pas évidemment qu'ils soient plus grands, puisque les serpents sont aussi plus grands à l'âge adulte. Les mâles, 12,6 cm en moyenne à la naissance, SVL, et les femelles 16,6 SVL, je vous rappelle SVL, donc du museau jusqu'au cloaque. Pour les brachystomas, on ne sera pas étonné de voir que les petits sont beaucoup plus justement chétifs, 9,9 cm pour les mâles en SVL et 10,4 pour les femelles en SVL également. Vous voyez que là, on a quand même des centimètres d'écart entre les deux sous-espèces. Je suis donc obligé d'accorder un point de différenciation. Et on termine notre comparatif, notre étude de cas, avec la question de la maturité sexuelle. La maturité sexuelle chez les Atratus, eh bien, on va la mesurer surtout à la taille pour les deux types de serpents. Certaines femelles pleines ont été capturées en nature alors qu'elles faisaient un petit peu moins de 40 cm, je crois que c'était du 38,5 de moyenne. Enfin pas de moyenne, 38,5 pour les femelles les plus juvéniles entre guillemets, les plus petites qui étaient pleines néanmoins. 40 cm en SVL, donc c'est-à-dire qu'il faut rajouter la taille de la queue derrière. Et chez les brachystomas, les mâles faisaient 22 cm, les femelles 25 en taille totale. Cette fois-ci, ce sont des serpents qui sont aussi réputés pour se reproduire très tôt, puisque dès leur deuxième année. Généralement, on attend plus les 3 voire 4 ans chez les Thamnophis. Ici, donc, on est sur une reproduction très tôt. Et vous voyez que, encore une fois, ça nous fait des critères de différenciation pour notre tableau. La conclusion, désormais. La conclusion, bien, vous voyez que c'est difficile de généraliser, puisque vous l'avez bien compris, si jamais je fais le total, j'obtiens une très forte majorité de critères de différenciation par rapport aux critères de généralisation sur ces deux sous-espèces, encore une fois choisis par ordre alphabétique. 14 différences sur 17 critères mentionnés. Évidemment, c'est une majorité, et 3 similitudes qu'il faut en plus analyser, puisque je vous rappelle que nos critères de généralisation, ce serait la couleur, c'est quand même un critère qui n'est pas non plus le plus important. Le nombre de petits par portée. Et l'altitude auquel les serpents vivent. Et encore une fois, on a vu qu'en plus de ça, nous avions été généreux et sur la couleur et sur l'altitude, puisque il y avait aussi les différences, mine de rien, dans les biotopes, par exemple, pour l'altitude. Donc, ces trois critères ne sont pas non plus ce qu'on peut appeler les plus probants qui soient pour prouver une possibilité véritable de généralisation, encore une fois, des Thamnophis et de la façon dont on peut les considérer. Si donc je dois conclure, je dirais qu'il faut effectivement, lorsque l'on parle de Thamnophis, c'est bien toujours se méfier. Leur aire de répartition est très vaste, je vous rappelle. Du Canada jusqu'au Honduras, vous avez plusieurs milliers de kilomètres, des terrains extrêmement différents, des latitudes, des températures, des météos extrêmement différentes, ce qu'on vient de voir finalement dans notre étude de cas, et donc par conséquent, généraliser est toujours difficile. C'est pour ça, méfiez-vous lorsque vous avez du contenu, et bien essayez toujours de chercher au plus précis par rapport à votre sous-espèce.
avant de vous demander si jamais il n'y a pas des choses justement qu'on peut adapter en commun à tout le monde. Mais voilà, il faut quand même, c'est un point sur lequel il faut rester vigilant et attentif, parce qu'il faut bien se dire qu'encore une fois, certes, ils s'appellent tous Tamnofis, mais ils restent néanmoins très différents. Juste avant de vous laisser, j'aimerais eh bien vous dire tout simplement de ne pas oublier, si jamais cette vidéo vous a plu, eh bien de la rétribuer, de rétribuer celui qui l'a faite, c'est moi. Rétribuer donc du coup celui qui l'a faite en mettant pourquoi pas un petit pouce en bas, un petit pouce bleu si elle vous a plu. N'hésitez pas également à laisser un commentaire si jamais vous avez des questions. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et oui, faites comme Véronique. J'ai reçu il y a quelques minutes de ça, Véronique qui s'est abonnée à mon petit Python. Bravo Véronique Lotti, je te remercie. Je te dédicace cette vidéo si jamais tu la vois. Merci à toi de t'être abonné. Et puis bah écoutez, pour les autres, eh bien, faites comme Véronique. Cliquez sur ce petit bouton qui ne coûte rien et qui vous permet, dès la prochaine sortie de vidéo, eh bien, de me retrouver pour continuer à échanger sur ce sujet passionnant que sont les Tamnofis. Sur ce, écoutez, maintenant, il ne me reste plus, comme d'habitude, qu'à vous souhaiter, à vous, de vous dire à la prochaine et que de vous saluer bien bas, vous et vos bêtes Aikai, vous commencez à connaître le principe. Ciao à tous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien, vous et vos serpents, et je vous retrouve très bientôt. Salut, bye bye. C'est vraiment trop, hein.